Alors bonjour, bienvenue à cette formation complotisme anatomie d'une traînée de poudre. Ça nous fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Effectivement, on est vraiment content de vous voir. Donc déjà, je sens le besoin de faire ça. Excellent. Donc on assiste effectivement actuellement à des phénomènes très particuliers, entre autres celui de l'infodémie. Comment on peut on regarde ça, puis l'infodémie, qu'est-ce que c'est? C'est une surabondance d'informations qui est questionnable au niveau de la véracité et qui va finalement euh, entraver ou empêcher quelqu'un qui ferait des recherches, finalement, de trouver des informations fiables puis d'agir en conséquence. C'est sûr que l'ère du numérique prédispose ce phénomène parce que les sources d'informations sont tellement grandes, tellement multiples et aussi les canaux par lesquels elles nous arrivent sont d'autant nombreux finalement. Donc, on assiste à ce phénomène. Ce qui fait en sorte, en fait, puis là, ben, la corollaire, elle n'est pas si claire, mais quand même, ce qui fait en sorte qu'au mois de mai 2020, il y avait 46 des Canadiens qui croyaient au moins à une théorie qui relève d'idées de complot au sujet de la COVID. Attention, là, c'est important de se dire que c'est parce que le chiffre, il est immense. Même, il peut être surprenant. Mais bon, remettez-vous dans le contexte mai. Là, vous savez, il y a comme à l'époque du mois de mai, comme si ça faisait 1000 ans. Le contexte était quand même particulier. Et là, ben, 46 des gens croyaient à une de ces théories, ce qui est quand même pas, ce qui est pas peu dire. Mais c'est ça, effectivement, à cette époque-là, on en connaissait peu aussi, on avait beaucoup d'interrogations. Donc, ce qui était considéré aussi dans cette étude de l'Université Carleton, c'est comme une théorie du complot en lien avec le virus. C'était pas nécessairement là, que c'est la 5G. Il y a un des la gang, c'était la 5G, mais il y a des choses comme le virus a été créé en laboratoire ou le gouvernement nous cache des choses sur le virus. Donc, ça fait monter les chiffres. Donc, il faut faire attention. On a des chiffres qui sont lancés depuis 6 mois qui sont très, très surprenants, qui peuvent être déprimants ou qui peuvent attirer la moquerie. On a vu de tout sur les réseaux sociaux. Ça pourrait être nos deux réponses instinctives. Nous, on vous propose une troisième voie, dans le fond, peut-être celle de prendre une pause, d'enquêter, de s'intéresser au phénomène. C'est ce qu'on propose à nos élèves de faire aussi. Donc, d'arrêter d'enquêter, d'éduquer au sujet, de réfléchir ensemble. Donc, c'est ce que nous allons faire tout au long de la présentation aujourd'hui. J'en profite juste une petite seconde pour mentionner là, dans le clavardage, on demande si on a le lien de la présentation actuellement. Juste vous dire qu'on diverge un petit peu de nos habitudes. D'habitude, on le donne en début de formation. On va le donner à mi-parcours cette fois-ci. On vous donnera accès finalement à une ressource qui se veut vraiment complète et qui contient là, tout ce qu'on a à vous offrir sur le sujet. Donc, il faudra patienter un peu dans le fond pour y avoir accès. Inquiétez-vous pas, vous avez accès à tout, la présentation et plus, et beaucoup plus. Donc, la trame de cette rencontre, on va commencer par regarder c'est quoi ce phénomène-là, le complotisme, le conspirationnisme, qu'est-ce que ça. Différentes théories du complot, c'est qui que ça touche, combien de personnes, où, à quel endroit, et surtout, puis pourquoi il y a une augmentation du phénomène qui existait déjà, mais pourquoi cette année, on entend parler autant. Donc, on va regarder tout ça ensemble. On commence par c'est quoi une théorie du complot, c'est quoi le complotisme. Donc, il faut faire la distinction entre différents trucs, en différents termes face à ça. Euh, D'abord, un complot, une conspiration, ça existe. Okay? Des complots, il y en a eu, il y en a des conspirations. Donc, un groupe d'individus qui décident d'attenter à la vie de quelqu'un ou d'avoir des intentions négatives, faire un attentat, par exemple, est un complot, une conspiration. Donc, ça existe, les conspirations, ça existe, les complots. Quand on va parler de théorie du complot ou les néologismes complotisme, conspirationnisme, c'est de croire à outrance qu'il y a des complots partout, croire à des complots qui n'existent pas, qui sont inventés. Donc, la nuance est importante à faire. Donc, les complots, ça existe. La théorie du complot, puis toute cette approche-là, puis le complotisme, c'est en imaginer où il n'y en a pas.
Et ce qu'on appelle la complosphère, qu'on entend de plus en plus, c'est tous les réseaux, les forums, les réseaux sociaux, les organes, les façons dans le dark web aussi, que les conspirationnistes vont utiliser les outils numériques, les plateformes pour interagir, puis partager entre eux des idées complotistes, des Reddit, des choses comme ça. Donc, au départ, c'était plus caché. De plus en plus, il y avait des groupes Facebook ouverts qui ont été fermés. Je ne sais pas si vous avez vu il y a quelques semaines. Facebook a éliminé beaucoup de groupes, surtout avec QAnon, les théories du complot liées à ça. Donc, voilà, pour la distinction des choses. Oui, il faut comprendre aussi qu'ici, on parle de conspirationnisme constructif. Là, évidemment, on s'en va tranquillement pas vite faire référence au concept de pensée critique, chose qui, faut comprendre, est pertinente et nécessaire dans une démocratie libérale. Donc, avoir la liberté de douter de nos gouvernements, de remettre en question certaines décisions, puis de réfléchir finalement à ce qui est mis en place par nos décideurs, justement, c'est quelque chose qui est constructif, qui nous amène à aller de l'avant, puis qui nous amène comme société finalement à être meilleur et à ne pas tout accepter en bloc. Donc, il y a une certaine partie qui est nécessaire et qui est utile. Et ce qu'on remarque, si on va à la diapositive suivante, c'est qu'on se rend compte que la pensée critique est comme, on se demande c'est l'apanage de qui, puisque d'un côté, on a des personnes qui vont adhérer à des théories complotistes, qui vont se réclamer de la pensée critique. Puis d'un autre côté, ben, on a des citoyens qui souhaitent justement douter ou remettre en cause ces théories complotistes et qui, pour ce faire, vont aussi donc également se réclamer de la pensée critique. Donc, au final, la question se pose, la pensée critique est l'apanage de qui et comment est-ce qu'on peut faire pour y voir plus clair? Bien, on se rend compte qu'il y a peut-être une façon, il y a peut-être une manière de venir établir certains critères ou certains paramètres qui vont nous permettre de déterminer si on est davantage dans la pensée critique ou si on est dans une dérive de la pensée critique. Donc, ce qu'on voit au prochain visuel, bien, c'est un peu ça. Lorsqu'on est dans une pensée critique qui va être davantage constructive. Ben, bref, on va se baser sur un raisonnement qui est plutôt classique, qui va être ancré dans un scepticisme un peu plus mesuré, un scepticisme qui va avoir soif de preuves, qui va s'appuyer sur des preuves, des faits. Il va avoir un certain souci de cohérence qui va teinter finalement ce type de raisonnement-là. Ce qui va nous amener ou ce qui va amener finalement la personne, le penseur critique, à pouvoir déceler notamment le complot réel, puis pouvoir nommer ce type d'événements ou de situations auxquelles Alexandre faisait référence. D'un autre côté, lorsqu'on va tremper davantage dans le raisonnement complotiste, ben c'est que là, on va être vraiment dans une posture de scepticisme un peu exacerbée qui va même parfois frôler l'incohérence. Puis, souvent, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'on va remarquer une certaine imperméabilité à la preuve et aux éléments factuels. Donc, on va plutôt essayer de venir cristalliser, de venir convaincre d'un certain type de discours, mais on ne va pas tenir compte finalement des éléments de preuve qui pourraient venir contredire ce genre de théorie-là. Donc, là, on va verser un petit peu plus vers la pensée complotiste. Donc, ce sont des paramètres qui peuvent peut-être nous aider à y voir plus clair par rapport au concept de pensée critique. Et les complotistes, les conspis, je vais les appeler conspis parfois, on recourt à des théories, des rhétoriques, des façons de faire. Donc, quand on essaie de confronter une personne qui adhère à ces théories-là, ils vont utiliser différentes stratégies, consciemment ou inconsciemment. Entre autres, le fardeau de la preuve, dans le fond, ils vont dire, ben, prouvez-moi que j'ai tort. Au lieu d'apporter, il y en a qui vont apporter des preuves, là, mais souvent, ils vont dire ça, ben, regarde, c'est pas vrai, prouve-moi que j'ai tort. Et souvent, c'est des choses qui sont improuvables. Et donc, ils redonnent le fardeau de la preuve à la personne, à l'interlocuteur dans le dialogue. Ils vont faire ce qu'on appelle du cherry picking, en français du picorage, c'est-à-dire ne saisir que les informations qui supportent leur théorie. Donc, laisser de côté toute l'information factuelle pour ne prendre que les articles qui vont dans leur sens, que les choses sont partagées qui étayent leur théorie. Le millefeuille argumentatif, ça me semblait un peu particulier, peut-être quelque chose que vous avez déjà vu, c'est qu'ils vont, dans le fond, envoyer tellement de données, d'informations, d'articles, de faits pour eux autres,
dans tellement de sphères différentes d'expertise que c'est impossible pour quelqu'un d'avoir des connaissances dans tous ces champs-là. Donc, ils vont mitrailler d'informations qui est pseudo-scientifique, d'ingénierie. Ils vont aller chercher plein d'expertise, entre guillemets, pour que ce soit comme décourageant d'aller revérifier tout ce qu'ils disent. Puis plusieurs, surtout les jeunes, particulièrement, tu écoutes la vidéo, ah, ben, ça a l'air de quelque chose. Ils ont l'air de savoir de quoi ils parlent. Ils utilisent un langage scientifique. Donc, ça, c'est super utilisé, particulièrement dans les vidéos complétistes. Aussi, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont caricaturer le point de vue, puis ça, il y en a qui le font face aux conspirations, aux conspi, mais ils vont caricaturer le point de vue des gens qui s'y opposent. Ils vont dire, ah, ils vont trouver les gens tellement naïfs, ils vont reprendre, ah, tu penses que ça, c'est arrivé par hasard, tu penses qu'il n'y a personne qui est derrière ces choses-là, ils vont utiliser un ton condescendant comme ça pour montrer, et ça vient toucher aussi l'attaque personnelle. Souvent, ceux qui ne croient pas à la théorie sont des moutons ou des naïfs. Et de plus en plus, avec les réseaux sociaux, ça s'enflamme, puis il y a beaucoup, beaucoup d'insultes colibéques qui s'échangent. Michael Barkun de l'Université de Syracuse a séparé 3 types de conspiration. On va les passer rapidement, mais essentiellement, les complots événements touchent un moment historique. Par exemple, l'assassinat de JFK, John F. Kennedy, ou d'autres assassinats. L'alunissage, il y en a qui remettent en doute. Un des plus célèbres, c'est le 9/11, les tours jumelles du 11 septembre 2001. Plus de la moitié des Américains ont cru que, dans les 20 dernières années, que c'était un coup monté, inside job, c'était un coup intérieur par l'administration Bush pour justifier l'attaque en Irak. Là, c'est ça, il faut faire la nuance. Quand je dis que des conspirations existent, l'attaque du 11 septembre, c'est une conspiration, c'est un complot, mais de Al-Qaïda. Ça devient une théorie du complot quand on nie ce fait-là, puis qu'on se dit que ça a été fait par le gouvernement américain. Donc, le deuxième type de Barkun, c'est les complots systémiques. Une organisation cachée, souterraine, mystérieuse et avec des intentions négatives contrôle le monde, contrôle des organes politiques. Ça existait déjà chez les francs-maçons. Maintenant, on parle des reptiliens, les Illuminati. Puis là, aussi, maintenant, c'est rendu plus dans le 3e type, je dirais, où là, on parle de super complots, les méga complots, c'est des entités comme même inexistantes, comme les extraterrestres qui contrôlent tous les complots, ou même Satan. C'est ça la théorie de Quanon, c'est qu'il y a un réseau pédo-satanique qui contrôle la planète. Mais quand on parle à des forces surhumaines superstitieuses, on peut parler même de super complots. Effectivement, c'est très intéressant hein, de classifier. Je ne sais pas si c'est notre esprit pédagogue, mais on aime ça, les catégories, ça rend les choses claires. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'en regarder les caractéristiques communes. Ça ne veut pas dire que parce qu'elles en ont quelques-unes, elles ne les ont pas toutes, mais à la différence de tout à l'heure où on parlait de mécanismes rhétoriques, donc utilisés par les gens qui vont diffuser. Ici, on parle vraiment de caractéristiques du complot en particulier. Donc, vous les voyez, je les passe rapidement. Elle implique un groupe secret très puissant agissant dans l'ombre. Hein. C'est quelque chose qui est un peu caché. On pense que ça se passe par en dessous et que les gens sont très puissants. Puis c'est très relié à la deuxième caractéristique, c'est-à-dire que ça rejoint un grand nombre de gens. Quand on pense aux Illuminati, mettons, on se dit, ils sont un peu partout, et ils vont contrôler le gouvernement, ils vont contrôler l'économie, ils vont contrôler, etc., etc. Puis là, ben, on assiste à toutes sortes de versions finalement par rapport à qui en fait partie puis les ficelles se tirent où. Donc, si on retrouve ça dans une idée, il y a des chances qu'on soit dans le complot. Hein, vous pouvez voir ça comme une liste de caractéristiques pour aussi venir servir à la pensée critique. Là. Donc, elle s'oppose aux versions officielles, ce qui est reconnu par la science ou ce qui est reconnu par les autorités. Donc, en général, quand ça va à l'opposition, ben, ça doit allumer une petite cloche. Ensuite, elles expliquent des événements par une seule cause. Hein. Si la guerre en Irak, tantôt Alexandre le disait, s'il y a eu guerre en Irak, c'est à cause de... Puis là, on tisse des liens. Puis vous allez voir, ça va faire le lien avec la 6e caractéristique. Elles sont plus ou moins impossibles à réfuter, un peu pour les mêmes raisons qu'on nommait tantôt, là, dans le sens où tout provient
de tellement de sources différentes que juste de s'atteler à cette tâche-là, finalement, peut sembler une montagne. Donc, et d'autant plus que, comme on l'a dit, la cause, le travail de réfutage appartient souvent à la personne qui essaie de d'interagir finalement par rapport à ce complot-là. Finalement, bien, on fait toutes sortes d'amalgames, hein, c'est-à-dire qu'on fait des liens. Si on stipule qu'à un endroit, le gouvernement a menti ou a caché des choses, eh bien, nécessairement, il le fait maintenant. Donc, on appelle ça en ECR, entre autres, là, des fausses causalités ou des fausses analogies, finalement. Donc, toutes ces caractéristiques-là vont venir ben, caractériser, là, une caractéristique qui caractérise super. Mais bref, différentes situations qui peuvent nous amener à croire qu'il s'agirait d'une théorie du complot. Ici, le petit outil pédagogique, ou bien pour votre plaisir personnel, il s'agit d'une vidéo qui s'appelle Le Complot, où on donne en exemple, puis ça se veut humoristique, là, on parle de Justin Bieber qui est de Candy Crush, puis vous allez voir par le ton, c'est pas très sérieux, sauf que quand on veut étudier le phénomène ou les caractéristiques, particulièrement, et bien, dans cette vidéo-là, on les trouve à peu près toutes. Donc, ça serait intéressant, peut-être avec les élèves, de regarder les caractéristiques avec eux, puis de leur demander d'aller les cibler dans la vidéo. Donc là, je vais la partir pour comme quelques secondes, juste pour que vous puissiez apprécier le ton, puis je vais l'arrêter au moment où je considère que vous allez être le plus accroché pour la regarder par vous-même. C'est bon? On est prêt? Vous me direz si vous n'entendez pas. Les bonbons les plus célèbres du jeu Candy Crush s'appellent les Jelly Beans. Bizarrement, ce sont exactement les mêmes initiales que Justin Bieber. Et si Candy Crush n'était qu'une nouvelle invention de Justin Bieber? Et oui, regardez ce geste de la main que le chanteur fait tout le temps. Vraiment tout le temps. Ça ne vous dit rien? C'est évidemment une référence au logo Candy Crush. Et observez cette photo. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu. Bon, je ne sais pas si c'était lui, là, le meilleur moment, mais ça va être lui quand même. Fait que c'est ça. Dans le fond, ça peut être intéressant là, d'aller regarder ça avec vos élèves. Puis, il me semble que si vous allez sur la chaîne YouTube, il y en a plein d'autres complots là, que vous pourriez utiliser. L'intérêt, c'est que c'est ça, c'est des faux complots. Fait que tu ne touches pas les sensibilités de gens qui ont peut-être dans la classe qui ont déjà des. Tu n'es pas en confrontation. C'est des idées évidemment absurdes, là, puis que personne ne peut partager. Je pense qu'on va enchaîner pour l'historique du complotisme. Il faut savoir que c'est pas un fait, on peut les avancer pour nous amener à 2020, mais c'est pas un phénomène nouveau. Ça a toujours existé depuis l'Antiquité, le Moyen Âge. Vous en avez entendu parler. Il y a des tonnes, vous pourrez aller les consulter par vous-même. Des théories du complot, il y en existe depuis longtemps. Mais là, il y a quelque chose de particulier cette année. C'est pour ça qu'on est là, parce que cette année, particulièrement depuis le confinement avec la pandémie, il y a eu cet amalgame et cette désinformation et ces groupes-là, que ce sont des gens qui, très rapidement, des familles qui se sont séparées, des gens qui ont tombé de semaine en semaine, qui sont tombés dans ce qu'on va appeler le terrier du lapin, qui ont creusé les théories du complot. Donc là, sur le virus, sur le port du masque, sur la 5G qui a occasionné, que Bill Gates est derrière tout ça, avec les théories pédosataniques de QAnon, le réseau de trafic d'enfants. Donc, tout ça, il y en a qui croient à certains trucs, il y en a qui mettent ça ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant, dans le fond? Donc, qui ça touche, combien de personnes, puis à quel endroit sur la planète? Là, c'est sorti, là, CROP a fait une étude chez 1001 Québécois âgés de plus de 18 ans. Et ce qui est ressorti, si tu veux mettre le curseur, c'est que ce serait davantage les jeunes qui croiraient aux théories du complot dans cette recherche-là. En fait, on dit que près du tiers des jeunes de 18-34 ans y croyaient aux théories partagées par QAnon. C'était à ce moment-là plus des hommes que des femmes. C'est quelque chose qu'on voit aussi dans différents sondages, mais là, c'est les statistiques du Québec. Donc là, c'était même un rapport, là, 24 des hommes pour 17 chez les femmes. Et on voyait une transformation aussi avec le niveau d'instruction de la personne. Donc, plus il y avait de la diplomation, plus le niveau de vie et les revenus augmentaient, moins les théories de QAnon avaient d'emprise. Évidemment, c'est des généralités parce qu'il y a aussi des gens, des médecins, des universitaires,
Alexis Cossette-Trudel, il est ben non, il n'est pas docteur, mais il a un diplôme en théologie. Il est docteur en théologie, donc ça va rejoindre aussi des gens qui sont éduqués, mais la tendance générale, ça suit quand même le niveau d'éducation. Et ce qui donne que finalement, entre ce mois-ci, ce serait 1 personne sur 4 des répondants, 25% qui captèrent à des théories de QAnon, d'un État profond contrôlé par une clique élitiste, contrôle les gouvernements qui seraient impliqués dans le satanisme et la pédophilie. Donc, si ça vous intéresse, on va l'enchaîner, mais il y a une excellente vidéo de Rad qu'on vous a mis aussi sur le phénomène de QAnon, qui est un phénomène d'abord américain, amené avec l'élection de Trump, mais qui fait des petits, puis qui devient de plus en plus populaire au Canada, particulièrement au Québec. On est comme la porte d'entrée de ce phénomène-là pour le Canada, donc c'est vraiment intéressant. On invite les gens à le regarder par eux-mêmes. Oui, excellent. Vous, là, les gens. Ouais, alors, ce dont Marie-Ève Carignan nous parle dans cet extrait-là, en fait, elle nous parle de confiance envers le gouvernement. Puis ça, ben, ça nous amène tranquillement pas vite aux causes, justement, puis aux terreaux qui sont les plus fertiles, aux contextes qui sont les plus favorables, si on veut, à l'émergence de théories et de la pensée complotiste. Donc, ce qu'elle nous dit, c'est que, notamment, c'est une observation, un constat selon lequel la confiance envers notre gouvernement s'est effritée, finalement, depuis le printemps dernier. Donc, si on comparait le niveau de satisfaction et le niveau de confiance, par exemple, du printemps jusqu'à maintenant, ben, on pourrait sentir finalement qu'il y a eu un étiolement de cette confiance-là. Puis ça, ben, ce que ça fait, si on va au visuel suivant, c'est vraiment relié aux facteurs de risque qui vont contribuer et qui vont favoriser l'émergence de la pensée complotiste, puisque on observe avec le contexte de pandémie, avec le contexte de confinement, que plusieurs facteurs sont comme rassemblés. Les facteurs sont les suivants, vous les voyez à l'écran. Donc, on a une perte de confiance par rapport aux autorités qui n'est pas systématique, mais qui est quand même remarquable. On remarque aussi une instabilité sociale qui va être observable dans la société. Puis ça, ben, juxtaposé ou finalement ajouté à des micro-phénomènes, mais qui ne sont pas tant micro, là, finalement, mais d'ordre un peu plus économique, comme de la perte d'emploi, qui vont aussi générer de l'anxiété, la hausse de dépression chez les citoyens québécois, et puis finalement un sentiment de perte de contrôle sur la situation. Ben, tout ça, ce sont des facteurs de risque qui, mis ensemble, on brasse la soupe, le jello pogne, et puis on a finalement une situation parfaite pour que, justement, on observe la prolifération de certaines théories qui vont finalement remettre en cause certains faits, ou qui vont remettre en cause certaines façons de voir ou d'expliquer ce qui se passe actuellement avec la pandémie. Donc, c'est quand même intéressant de les avoir en tête. Ensuite, ça aussi, ça peut venir expliquer, là, on voit, puis j'amène quand même votre attention au décalage des chiffres, puisqu'on voit là à la deuxième ligne du diagramme que vous voyez actuellement, on voit qu'il y a 17,7% des Canadiens qui seraient complotistes. Donc ça, c'est vraiment dans une vision un peu plus large. Et puis, ben, ça détonne, si on se rappelle, si on se souvient, le 46% c'était des Québécois ou des Canadiens? C'est Canadiens. Annie qui en a parlé. Donc, des Canadiens qui adhéraient à une théorie, l'une ou l'autre des théories complotistes en lien avec la COVID. Donc, on voit que ça détonne vraiment, puis qu'il y a quand même une grosse marge entre ces deux chiffres-là. Mais dans le fond, cette marge-là vient s'expliquer justement grâce et en raison des facteurs que je viens de vous nommer, parce que le contexte de la COVID, le contexte de la pandémie aura offert finalement une place plus confortable pour les théories complotistes. Mais en parallèle à ça, c'est quand même utile de nommer que le Canada ne se situe pas si haut que ça, finalement, en termes d'adhésion aux théories générales du complot. Fait que c'est quand même une nuance qui est importante d'être nommée, finalement. Puis, ce que vous avez à ce visuel suivant-là,
Là, on a fait un zoom-in Québec. Si on fait un zoom-out sur le monde, vous y aurez accès, là, c'est cliquable, puis vous pouvez naviguer à l'intérieur de cette carte interactive-là. C'est vraiment là, un outil qui a été créé par un organisme qui s'appelle la Conspiracy Watch. C'est vraiment un organisme à but non lucratif là, qui vit finalement de certains dons. C'est des gens qui bénévolement vont s'assurer de faire une veille à propos des théories du complot qui émergent à travers le monde, et puis ils vont venir comme cartographier finalement le complotisme mondialement parlant. Donc, ça peut être intéressant de voir ce qui se partage le plus dans l'une ou l'autre des parties du monde. Bien sûr, c'est libre à vous d'aller visiter ça puis d'aller consulter cet outil-là. Donc, pourquoi on en est là? Bien, Marjorie l'a un peu expliqué hein, à travers ce terreau fertile qui est l'année 2020, hein, que tout le monde va célébrer, on ne sait pas trop avec combien de personnes, mais comme la fin de l'année 2020, bref. Donc, il y a vraiment, comme nous dit Dr Dubé, il y a beaucoup de travail à faire et il faut d'abord essayer de comprendre. Hein, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Mais il y a d'autres explications à ça. Est-ce que, il me semble, Alexandre, c'est toi qui avait... C'est ça, c'est pour retourner comme comment ça se fait, pourquoi, puis c'est quelque chose qu'on va aborder aussi qu'on peut aborder avec les élèves aussi éventuellement, mais pourquoi les gens adhèrent à ces choses-là. Nous, on a séparé en 3 blocs. Dans le fond, ça répond à des besoins, définitivement. Nos biais cognitifs, on parle de biais cognitifs, on s'en revient constamment. Quand on parle de théorie du complot, c'est sûr qu'on est très, très sujet, nous, humains, à ce genre de croyances. Et là, dans les 10 dernières années, c'est vraiment l'amplification algorithmique qui fait que ça se répand aussi rapidement, puis il y a autant d'adhérents. Donc, si on commence, dans le fond, le premier besoin auquel les théories du complot répondent, si tu veux aller à la prochaine, ça donne un sens à la vie. Donc, à ce moment-là, tu sais, surtout quand on parle des repères, on a parti là, ça met les choses, ça éclaire le monde, ça donne un sens au monde qu'il n'y en a pas. Tu sais, surtout dans cette année, les gens trouvent que le monde n'a pas de sens, on perd nos repères, donc là, ça vient apporter un sens. Et même juste de chercher, puis s'informer sur les théories, puis faire ses recherches, puis approfondir, ça donne un sens aussi à la vie de gens qui peut-être sont en quête de sens. Deuxième, hein? Voilà. Donc, ça clarifie aussi le bien et le mal. Ça va chercher, dans le fond, dans un monde de zones grises, là, on peut se dire, OK, s'il y a un empire du mal, une force, le mal existe et il est agissant, ça me conforte, moi, dans ma position d'être du bien, puis je lutte contre ce mal-là. Donc, on est très sensible à ça au cinéma, dans les jeux vidéo et depuis toujours dans tous les domaines. Mais les théories du complot nous permettent de nous conforter dans cette vision que le bien et le mal sont clairement identifiables. Troisième élément, le sentiment d'être spécial, d'être dans le secret. Tout le monde n'est pas au courant, les autres sont des naïfs, des moutons. Moi, je sais, sentiment d'élection, c'est très, très, très confortant pour l'être humain. Mais il y a aussi, donc, je suis seul à savoir, mais de façon contradictoire, 4 aussi, ça répond à un besoin d'appartenance. Parce qu'entre nous, entre les gens qui savons, on se regroupe, on s'organise, on s'échange des choses, on manif et il y a vraiment un sentiment d'appartenance. Et souvent, c'est des gens aussi qui vont s'aliéner leur famille, leurs enfants, leurs conjoints. Ils vont pouvoir se retrouver en eux puis avoir un sentiment d'appartenance avec cette théorie-là. Puis ils vont se définir par eux. Puis ils ont même des groupes de rencontres, par exemple les Flat Earthers, ils ont des groupes, des Tinder juste pour les Flat Earthers, pour se connaître entre eux, entre autres. Mais voilà, le sentiment d'appartenance est aussi présent dans un groupe qui peut sembler aussi aliénant. Mais évidemment, le nerf de la guerre, c'est vraiment nos biais cognitifs. Donc, un biais cognitif, hein, c'est pas quelque chose qu'on s'achète ou qui grandit à travers nous. Ce sont des distorsions que nous avons dans le traitement de l'information. Nous les avons généralement tous et ça porte entrave finalement. C'est comme si ça venait un peu bloquer notre façon de raisonner de façon logique et irrationnelle. Donc, quels sont ces biais qui vont être actifs ou agissant avec tout ce domaine-là du complotisme? Bien, il y en a plusieurs. Celui que vous avez au centre, c'est la mère ou le père, ou en tout cas le parent de tous ces biais. Le plus important, c'est le biais de confirmation. Puis tantôt, Alexandre vous disait qu'une des stratégies au niveau rhétorique
les gens qui adhèrent à des théories complotistes vont utiliser, c'est le cherry picking ou le picorage. Dans le fond, c'est-à-dire sélectionner l'information dont on a bien besoin. Bien, ce phénomène-là est beaucoup encouragé par le biais de confirmation parce que qu'est-ce que c'est? En fait, c'est d'accorder un plus grand crédit aux sources et aux éléments qui viennent confirmer ce que je pense plutôt que le contraire, finalement. Mais en fait, le biais de non-confirmation existe aussi. Donc, c'est-à-dire que si je tombe sur un article qui dirait que ce en quoi je ne crois pas ou ce à quoi je m'oppose est effectivement mérite de s'y opposer, bien, ça va aussi retenir mon attention et ça va c'est un biais cognitif. Hein? Pourquoi? Parce que ça m'empêche, je le répète, de penser, d'avoir tous mes outils comme je les ai normalement. Donc, on appelle ça un biais. Ensuite, un autre qui agit vraiment fort dans ce phénomène-là, c'est l'effet Dunning-Kruger. En fait, c'est un effet ça s'appelle la surconfiance. Ça a été documenté, ça a été étudié, hein, comme quoi une personne qui ne s'y connaît peu dans un domaine spécifique va avoir une idée disproportionnée, finalement, à la hausse de son niveau d'expertise de ce domaine-là. C'est sûr que dans le domaine du complotisme, surtout dans la situation qui nous occupe actuellement en 2020, bien, tout ce qui est domaine scientifique, vaccination, médecine, etc., bien, on assiste parfois là, à des gens qui ont une plus grande, qui accordent une plus grande importance à leur connaissance, ce qui les empêche finalement d'utiliser toutes les stratégies cognitives qu'ils utiliseraient normalement. Le biais de détection, c'est de voir des formes où il n'y en a pas. Par exemple, ben, tantôt, là, dans l'exemple de Justin Bieber, ça en était une, de faire en sorte que Justin Bieber, quand il disait, il faisait des cœurs partout, ben, c'est un exemple de biais de détection. Ça pourrait avoir la même chose avec les triangles Illuminati, donc de voir des symboles un peu partout où il n'y en a pas. Ensuite, l'effet de vérité illusoire, très intéressant, puis très en lien avec les médias sociaux. Hein, tantôt, on nous le disait, là, il y a une personne qu'on citait qui nous disait que plus on s'informe sur les médias sociaux, plus on a de chances de tomber dans des idées qui sont plus radicales, finalement. Ben, l'effet de vérité illusoire en est un peu responsable parce que ça fait en sorte qu'on accorde du crédit à quelque chose qu'on verrait à répétition. Donc, je vois une chose passer une première fois, je me dis, ah ouais, mon Dieu, ça n'en met pas de bon sens. Deuxième fois, troisième fois, quatrième fois, cinquième fois. Puis là, ben, c'est une distorsion cognitive. Hein? C'est pas quelque chose qui se fait de façon consciente. Tout d'un coup, je pourrais y accorder un crédit plus important. Puis là, on va vous parler de bulles de filtre puis de chambre d'écho. C'est vraiment... c'est ça, exactement. Ben, Philippe, tu vas en avant de nous. Le phénomène de l'algorithmique qui s'appelle la chambre d'écho ou, voyons, ou, je perds l'autre, là. Bref. Bulle de filtre, si tu veux passer à la Oui, prochaine. la bulle de filtre, c'est ça. Donc, ça amplifie vraiment, c'est ce qui fait en sorte, mais on va l'expliquer tantôt, là, on va même vous donner des visuels là-dessus pour travailler avec ça. Donc, ensuite, ben, biais d'intentionnalité. Donc, il y a certainement une cause hein, à un événement. Ça ne se peut pas que ça arrive comme ça. Puis ça, ce serait lié là, aussi à un autre biais de proportionnalité, là, finalement, qui fait en sorte que quelque chose de si gros, au printemps, là, le tiers de la planète était arrêté. Le tiers des enfants de la planète n'allaient plus à l'école, tout était fermé. Ça ne peut pas être juste une chauve-souris. C'est impossible. C'est tellement disproportionné qu'on va essayer de chercher une cause aussi grande. Donc, Bill Gates est quand même un peu plus important qu'une chauve-souris. Pardon. Finalement, eh bien, le biais rétrospectif, c'est là, vous avez vu que tout est cliquable dans le visuel, fait que vous pouvez aller vous informer par vous-même. Là, c'est sûr qu'on ne veut pas tout vous lire, mais donc, c'est le fait de faire en sorte que ça aurait pu être anticipé davantage. Donc, voilà. Des biais de confirmation, là, si ça vous intéresse, ce sujet-là, allez-y, tapez biais de confirmation. Vous allez voir, il y en a vraiment beaucoup. C'est un domaine de la psychologie qui est ultra intéressant. On en a sélectionné ceux qu'on pensait qui étaient le plus en lien avec ça, puis ceux qui étaient cités, évidemment, là, dans nos différentes lectures. Mais ce n'est que la pointe du iceberg, finalement.
Et comme ça a été nommé, effectivement, on allait là. on appelle l'amplification algorithmique, c'est les chambres d'écho, tout à fait. On se regroupe, on a des opinions. Puis après ça, elles sont confortées par les personnes qui nous renvoient nos propres opinions et ça fait écho comme ça. Puis on a de plus en plus la manière que les médias sociaux fonctionnent, c'est très difficile d'aller chercher des opinions qui nous froissent parce qu'ils vont nous offrir des contenus. Même sur YouTube, ils nous offrent des contenus dans le fond. Juste en travaillant sur le sujet, moi, on me suggère de plus en plus de théories, de vidéos complotistes. Par le phénomène des réseaux sociaux, de la chambre d'écho, puis les bulles de filtre, là, c'est les bulles de filtre. Avec mes recherches que je fais des recherches sur tous ces sujets-là. Donc, là, on m'alimente de contenu comme ceux-là. Donc, ces deux phénomènes-là, avec l'intégration de l'intelligence artificielle de plus en plus dans les réseaux sociaux, fait que dans les 5 dernières années, les idées progressent très, 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 très rapidement. Donc, ça amplifie le phénomène. Et ce qu'on appelle, j'ai parlé tantôt, le terrier du lapin, c'est l'image d'Alice au Pays des Merveilles qui rentre dans le terrier du lapin. On parle qu'elle est rendue down the rabbit hole, donc tu continues, tu t'enfonces, tu poursuis tes recherches. Et là, peut-être que vous avez connu des gens qui ont ce discours-là, ils commencent à remettre en doute des trucs, puis ils vont faire des lectures, leurs recherches, et ils vont devenir de plus en plus loin. Donc, il y a un petit pourcentage de gens qui, une fois qu'ils sont rendus au fond du terrier, très, 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 très difficile d'aller les ramener, de les sortir puis de leur faire entendre raison. C'est pour ça que c'est important d'agir, puis là, c'est là qu'on y arrive comme éducateur, d'agir plus tôt puis à les attraper avant qu'ils soient au fond du terrier, simplement. Et, ouais, c'est ça. Pour ce faire, on vous a préparé, c'est pas juste la présentation, là, ultimement, l'outil ultime, c'est un dossier complet, puis on va vous montrer ça. Yes, on va vous montrer ça. Et c'est maintenant, en fait, qu'on vous partage le lien. Donc, Jennifer, bravo pour ta patience. On se sera récompensé, effectivement, comme le disait Alexandre. Donc, avant de vous amener directement dans ce qu'on a dans le dossier récit complotisme, je vous invite à le rejoindre par notre site Internet qui s'appelle le site Internet qui regroupe finalement toutes les initiatives dans notre mandat Citoyenneté à l'ère du numérique. Il s'appelle Citnum, Citoyenneté à l'ère du numérique. L'adresse, c'est citnum.ca. À partir du moment où vous êtes arrivé sur le site, vous allez... Hey, là, c'est drôle parce que moi, je ne les vois pas, les onglets, à cause de la barre... voilà. De la barre Zoom. Donc, vous avez 4 onglets en haut. Donc, ce dossier se trouve dans l'onglet Thème à fausses nouvelles parce qu'il s'agit principalement d'éducation aux médias. C'est comme ça que nous, on l'a classé. Et là, vous voyez nos différents... les différentes initiatives qu'on a eues dans ce thème-là. Il y a toutes sortes de choses, il y a des ressources. Donc là, le dossier récit complotisme est une ressource. Il y a aussi des activités d'apprentissage. Alors, je vous y amène directement. Mais bon, maintenant, vous savez qu'il est hébergé là, dans ce grand site que vous pourrez avec plaisir visiter dans vos heures de navigation. Et non seulement vous pouvez y accéder par la grande porte Citnum, là, mais en faisant citnum.ca/complotisme, on vient de vous le placer dans le clavardage, vous aurez accès comme directement au dossier. Fait que si vous voulez vous souvenir finalement du raccourci, là, c'est présent dans le clavardage, c'est cliquable déjà. Donc, pour ceux qui nous connaissent, vous allez tout de suite comprendre qu'il s'agit d'un site, d'un micro-site sur le sujet. Et il comprend une panoplie de choses. Vous avez à gauche le menu. Donc là, on est à la page d'accueil. À cerner le sujet, bien, c'est ce qu'on a fait depuis le début, là, depuis midi. On a essayé avec vous de cerner le sujet. Vous avez le lien vers la présentation qui, elle, est un Geniali. Pour ceux qui nous connaissent aussi, ça ne vous surprend pas. Donc, une présentation Geniali sur ce qui est comprendre le sujet, cerner le sujet. Et là, on se transporte vers cibler des options. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ceci étant dit, hein, là, on a comme presque dystopique notre affaire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quels sont nos leviers? Et à cette réponse, en fait, nous, on en a 2 différents. Comme vous le voyez ici, d'une part, le contenu, d'autre part, le phénomène. Et on va, à partir de maintenant, naviguer dans ce site-là pour vous donner des pistes, finalement.
Pour ce qui est du contenu, en fait, ce qui est important, hein, comme on vous le dit depuis le début, c'est un gros enjeu d'éducation aux médias, mine de rien. Tantôt, je voyais dans le clavardage la démarche de réflexion éthique, les sophismes, les repères, tout ça, ce sont des habiletés, la capacité à les reconnaître et à y répondre, ce sont des habiletés qui vont s'avérer essentielles pour le jugement critique et donc pour le traitement de cette information. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, comme pédagogues ou comme citoyens, finalement? C'est inviter, donner des moments, des lieux, réserver des endroits dans nos activités d'apprentissage pour développer sa compétence informationnelle et sa culture informationnelle. Donc, recourir à différentes stratégies de recherche. Et là, si c'est des choses qui vous intéressent, je vous amène à reculer un petit peu dans le temps pour aller visiter la formation qui s'appelle Le goût de cliquer ou à un clic de la fausse nouvelle, qui va finalement expliquer les différents mécanismes qui nous amènent justement à cliquer ou à ne pas cliquer. Donc, qu'est-ce qui est derrière les nouvelles exigences finalement de l'écosystème médiatique actuel. Fait que ça, c'est d'une part recourir à des nouvelles stratégies, comme par exemple faire de la recherche par image ou sortir d'un site Internet pour aller chercher sur l'organisme, donc etc. Ensuite, se questionner sur les intentions de l'auteur. Hein, quand quelqu'un partage, ou même, c'est ça, de la personne qui partage, de la personne qui écrit, quelles sont ses intentions? Pourquoi on a publié ça? Qu'est-ce qu'on vient, qu'est-ce qui sous-tend là? Et quand on croise ces deux stratégies-là, c'est-à-dire, mettons, aller chercher sur l'organisme publiant et les intentions et se questionner sur les intentions, bien là, quand on connaît l'organisme, mettons ses visées politiques ou ses visées économiques, bien, ça nous permet de mieux questionner les intentions. Ensuite, bien, comprendre le fonctionnement algorithmique. Quand tantôt, on vous a parlé de phénomènes, bulles de filtre, chambre d'écho, bien, à partir du moment où comme citoyen ou comme élève, je connais ces choses-là, ça fait partie de mon bagage de connaissances pour mieux comprendre le monde dans lequel je vis, hein, la géographie, l'histoire, mais aussi le fonctionnement algorithmique actuellement, bien, ça va faire en sorte que je vais être peut-être plus à même d'être vigilant par rapport à ce qui m'est présenté sur mes réseaux. Ensuite, bien, cibler les émotions que suscite une information. Évidemment, si ça suscite la surprise, le dégoût, la peur, il faut allumer une petite lumière. Il faut que ça allume une petite lumière parce que ce sont les émotions qui sont le plus recherchées par les producteurs, créateurs de nouvelles dont la validité, véracité ou intention est à questionner. Donc, c'est un indicateur. Ça ne veut pas dire que parce que ça me fait peur, c'est nécessairement une fausse nouvelle ou quelqu'un de mal intentionné, mais ça peut. Donc, on allume la petite lumière, puis finalement, bien, prendre garde à ses biais cognitifs. Puis comment on peut faire pour prendre garde à ses biais cognitifs? D'abord, connaître le phénomène. Donc, on vous ramène encore à cerner le sujet. Fait que plus nos élèves vont être à même de dire « Ah, c'est vrai, mais il existe vérité illusoire, ça fait plusieurs fois que je le vois. Attention à garder ma vigilance habituelle et ma façon rigoureuse d'analyser ce que je vois. » Donc, voilà pour ce qui est des leviers au niveau du contenu. Puis en passant, juste un petit complément aussi d'information sur ce qu'Annie vient de vous exposer. Cette démarche-là, en fait, qui n'est pas tant une démarche séquentielle, mais qui est des pistes ou des leviers qu'on peut avoir comme citoyen pour mieux évoluer dans l'écosystème médiatique. On voulait vraiment dépasser l'aspect du vrai et du faux parce que souvent, quand on parle de complotisme ou d'information tout court, on va se contenter de dire ouais, ben est-ce que cette information-là, elle est avérée ou c'est une fausse nouvelle? Puis selon nous, c'était pas suffisant. C'était pas non pertinent, mais c'était pas suffisant. Donc, la démarche dont elle vient de vous parler, ça vise vraiment comme à aller plus loin puis à se donner encore un plus grand pouvoir d'action finalement par rapport à l'info. En ce qui concerne ces leviers-là, en bas du site, vous le voyez ici, vous avez différentes ressources. Donc, ça, c'est des ressources pour vous, enseignants, ou vos enseignants, les conseillers pédagogiques. Donc, c'est un webinaire. Il y a une auto-formation aussi sur Campus Récit, à un clic de la fausse nouvelle. Là, je prêche pour ma paroisse, mais bref, nous, on a eu un malin plaisir à préparer tout ça parce que c'est passionnant comme sujet. Ensuite, ici, il s'agit d'un visuel un petit peu comme celui qu'on vous a présenté, là, qui fait partie du dossier. Donc, c'est un Geniali sur les défis de s'informer à l'ère de la pandémie.
Ensuite, ici, un mur de ressources et un Padlet qui recense tout ce que nous avons consulté en lien avec l'éducation aux médias. Donc, autant sur les biais que sur les différents mécanismes là, qui sont à l'œuvre. Puis finalement, ben, encore une fois, le lien vers les explications bulles de fil chambre d'écho. Donc, ce sont toutes des ressources que vous pouvez utiliser, diffuser, modifier. Tout est libre, tout est disponible, gratuit. C'est un buffet. Voilà. Annie vient de vous parler, dans le fond, la question de base, là, c'était comment, qu'est-ce qu'on peut faire comme citoyen, de quoi est-ce qu'on dispose comme levier pour agir par rapport au complotisme. Alors, d'une part, agir, augmenter notre compétence informationnelle, notre compétence à s'informer, d'une part. D'autre part, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec le phénomène en soi, puis qu'est-ce qu'on fait avec les gens surtout, parce que c'est revenu dans le clavardage, là, on l'a vu passer, est-ce qu'on interagit avec les gens, on n'interagit pas, est-ce qu'on essaie de les, j'essaie de trouver un meilleur mot, mais de les challenger, est-ce qu'on essaie de remettre en question? Donc, tout ça, ce sont des questions qui reviennent souvent, en fait, puis le fait est que les experts s'entendent pour dire que tenter d'invalider ou de venir étiqueter ou de justement confronter les personnes qui vont adhérer à des théories complotistes, ben, c'est quelque chose qui s'avère non souhaitable, mais surtout inutile. On va rapidement se retrouver dans un cul-de-sac, en fait, si on essaie d'aller dans ces voies-là, pour deux raisons. La première raison, c'est que si j'essaie d'invalider une théorie complotiste, c'est que je vais me retrouver avec le fardeau de la preuve sur mes épaules. Donc, moi, je vais me retrouver en position où je dois apporter des contre-exemples ou apporter la preuve que la théorie du complot est fausse, alors que c'est quasi impossible et c'est un fardeau de preuve qui est extrêmement lourd à porter puis qui est souvent sans issue de toute façon. Deuxième raison, c'est que si on vient invalider, je dirais même ridiculiser, parce qu'on va se le dire, c'est quelque chose qu'on remarque et qu'on voit chez certains médias, dans certains médias, ben, venir ridiculiser la personne qui adhère à une théorie complotiste, ben, ça va avoir souvent, en fait, l'effet inverse, puisque la personne va se braquer, on va venir attiser sa méfiance, puis ça peut même avoir l'effet contraire de venir la renforcer finalement dans sa croyance, puisqu'on va comme alimenter son scepticisme. Donc, ça s'avère finalement stérile, infertile. Annie? J'aimerais ça ajouter, oui, que dans notre rôle de pédagogue aussi, quand on s'adresse aux élèves, c'est important de se rappeler que nos élèves, ils proviennent de différents milieux, puis qu'ils ont chacun leur histoire personnelle. Et donc, d'aller vers cette étiquette et cette confrontation, ça peut faire en sorte que l'élève, même si lui, il y a un doute dans sa tête, il y a un doute dans son esprit, mais que chez lui, ce qu'il entend principalement, ce sont des idées de cet ordre, eh bien, il va se trouver en conflit de loyauté, hein? Donc, entre l'enseignant puis ce qui est présenté en classe et son parent. Et puis, mine de rien, c'est pas parce qu'il y a un doute par rapport aux idées que ses parents véhiculeraient que ça fait en sorte qu'il est moins attaché au niveau affectif à ses parents. Donc, c'est important comme pédagogue de ne pas se placer entre les deux, puis de ne pas créer une cassure finalement au sein même du noyau familial. Alors, ben, les différentes stratégies qu'on vous présente là sont intéressantes, mais quelque part, il y a aussi la bienveillance et l'objectivité puis la distance. Là. C'est sûr que nous, en ECR, on en parle souvent. La posture ECR fait ça. La démarche de réflexion éthique nous amène à peser les différents points de vue, puis à venir documenter une chose à la fois, finalement, puis souvent à désamorcer là, des conflits ou des enjeux, finalement, sauf que il faut faire très attention de le faire de cette manière-là et non pas vers l'étiquette et vers l'invalidation ou la confrontation ou la ridiculisation aussi. Ça, c'est d'une part au niveau de nos mots, mais aussi, c'est important de faire attention à notre non-verbal. Parce que si je vous dis des choses en levant les yeux dans les airs ou en utilisant l'ironie, ben, mais que mes mots seraient corrects, ben, j'ai pas plus atteint mon objectif. Là.
Donc, voilà, ça, c'était ma petite bulle. Oui, bien, puis d'ailleurs, c'est exactement là où on s'en va. Donc, si ça s'avère inutile, ben maintenant, qu'est-ce qui s'avère utile? Donc, ce qu'on a à vous proposer, c'est trois leviers, en fait, trois axes d'action qui, en passant, hein, s'appliquent autant aux pédagogues pour ses élèves, mais autant pour le citoyen et la ressource sert aux citoyens en général. Alors, en trois axes, d'abord, s'intéresser aux mécanismes sous-jacents au complotisme. C'est exactement ce qu'on vient de faire. Vous pourrez, vous, cliquer sur le plus. Là, ça vous amène vers un contenu, mais en gros, c'est vraiment ce qu'on a fait jusqu'à 12h30 à peu près, d'une part. D'autre part, s'engager dans un dialogue constructif et nuancé. Puis là, ben, tu vas voir, Annie, il y a beaucoup de points qui, dans le fond, qui viennent recouper ton laïus, ce que tu viens juste de nommer. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'engager dans un dialogue avec des gens qui adorent une pensée complotiste? Bien, premièrement, tenir compte de différents points de vue. Puis là, attention, tenir compte de différents points de vue, ça ne veut pas dire de tout tolérer à tout prix puis d'adhérer à tout prix. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire de venir analyser. Tenir compte, ça veut dire analyser et puis éventuellement trouver une zone de pertinence entre différents points de vue qui vont diverger. Donc, c'est vraiment d'accepter qu'il y a d'autres points de vue qui existent puis de venir les analyser, d'une part. D'autre part, poser des questions pour venir interroger ces points de vue-là. Donc, à partir du moment où on sent qu'il y a quelque chose qui cloche, tout à l'heure, j'ai vu dans le clavardage, il était beaucoup question de sophisme. On parle en essayant de procédés qui viennent nuire au dialogue. Bien, quand on est en présence de théories complotisme, il y en a. Okay? Souvent, on va entendre des arguments on fait appel à une autorité, on va venir généraliser de façon abusive certaines situations, on va venir établir des liens douteux de causalité, donc de cause à effet. On va venir faire des comparaisons qui, des fois, n'ont pas du tout, ne tiennent pas la route, finalement. Donc, il y a moyen, vous avez des exemples, 4 exemples ici, mais il y a moyen de venir interroger ces points de vue-là, finalement, puis de venir ébranler ces points de vue qui sont basés souvent soit sur un raisonnement erroné ou encore qui mettent de l'avant un sophisme comme un de ceux-ci. Il y en aurait d'autres, mais ceux qui, on sait qu'on a des gens de notre réseau en éthique et culture religieuse, vous allez les reconnaître. C'est une façon de faire aussi, de venir finalement interroger ça. La bienveillance, tu en as parlé, Annie. Faire preuve d'empathie, de bienveillance, ben ça ne veut pas dire encore là de tout accueillir, mais ça veut dire de venir adoucir notre output. Ça se dit pas vraiment, sauf que de venir adoucir la façon dont on accueille finalement la personne en tenant compte de l'affectif, en se mettant à sa place. Parfois, il y a certaines situations qui viennent expliquer l'adhésion finalement à ces théories-là, puis accepter que la confrontation n'est pas vraiment utile de toute façon. L'article qui est juste là en est un bon exemple, en fait. Donc, si ça vous tente d'aller explorer ça, l'auteur de l'article fait preuve de bienveillance puis d'empathie. Puis on pense que ça peut venir finalement huiler les relations quand on parle finalement de complotisme. J'aime vraiment beaucoup l'expression huiler. Oui, c'est ça, ça adoucit. Ouais. Si on revient finalement à au dernier axe, qui est celui de l'enjeu, puis à mon sens, c'est un des plus importants. Il y a le complotisme et il y a ce que ça soulève et ce que ça peut potentiellement apporter comme conséquence. Donc, de venir s'intéresser socialement ou avec nos élèves ou individuellement aux enjeux qui sont liés au complotisme, mais par enjeu, on entend qu'est-ce qu'on a dans le fond à perdre dans cette situation-là ou encore à gagner. Donc, ça devient extrêmement riche et utile et nécessaire de se poser des questions telles que la responsabilité des médias par rapport à la prolifération du complotisme, c'est laquelle? Ce serait quoi sa responsabilité? Est-ce que la censure, on parle beaucoup de censure actuellement, il y a des groupes qui sont fermés, il y a des mots-clics qui sont interdits. Donc, est-ce que la censure a réellement sa place? Oui ou non? Puis c'est vraiment une mauvaise question que je viens de faire parce que j'ai utilisé le mot réellement, mais est-ce que la censure s'avère utile dans ce contexte-là? Ce sont des enjeux qui nous permettent, comme société, d'utiliser, non pas de subir le complotisme en fait, mais de l'utiliser comme assise, de se mettre le pied dessus pour essayer d'aller plus loin finalement, socialement dans nos pratiques et dans nos décisions finalement. Donc, c'était 3 axes rapidement expliqués, mais qui sont 3 façons de se donner du pouvoir d'action. Nous, on aime parler de pouvoir d'action parce qu'il y a les problèmes, mais il y a ce qu'on peut faire. Donc, on espère que c'est parlant pour vous.
je vous ai dit que tous ces axes-là concernaient le citoyen comme le pédagogue. Ben maintenant, on a quand même quelque chose à se mettre sous la dent là, pour finalement l'aborder, ce sujet-là, en classe. C'est ça, exact. Pour taper le clou, là, on a mis des trucs. Puis il y a un excellent article qui a été publié par Sylvain qui est parmi nous. Je vous inviterai à le lire. Là. Donc, si on résume, dans le fond, pour l'aborder en classe, oui, développer son esprit critique, on en a parlé. Mais ça se développe comment, c'est l'esprit critique? Est-ce qu'on peut développer son esprit critique dans le vide? Non, ça nous prend des connaissances, des savoirs. Et ça, c'est surtout aussi, on doit le traiter dans toutes les matières, par exemple, au secondaire, mais on doit le traiter dans chacune des matières. Ce n'est pas transversable d'une matière à l'autre. Donc, c'est quelque chose qu'on va faire en sciences et technologies, comme Normand Baillargeon le proposait de travailler la pensée critique, la culture scientifique, mais dans chacune, tu peux le faire en maths, tu peux le faire en histoire, ça se fait, tu le fais évidemment en éthique et culture religieuse, mais chaque matière doit travailler cette pensée critique-là. Et donc, c'est des choses qui sont déjà en place, mais ce qui est vraiment intéressant dans l'article, je trouve, c'est de partir d'un sujet, justement, pour encore rejoindre, de ne pas confronter. Partir, elle donne l'exemple, de l'obligation de porter des couvre-visages, des masques. Donc, on peut partir de ça, et comme l'exercice qu'on a parlé de la démarche de réflexion éthique, tu commences avec ça, puis tu regardes qui est en action, tu cernes la situation, tu parles comme ça, puis c'est quoi les différentes positions, les idées contraires. Ben, mes parents, souvent, c'est les parents. Ils vont exprimer les positions de leurs parents. Donc, les différentes idées vont émerger comme ça, mais on n'est pas en confrontation, on est en réflexion, on fait l'éventail des possibles, des croyances, et éventuellement, cette réflexion-là va amener à, éventuellement, peut-être semer des doutes, mais à pousser la réflexion. Puis nous, on ne veut pas savoir ultimement c'est quoi la position de l'élève, mais d'avoir réfléchi avec lui, ça peut l'amener ça sème une graine, si on peut dire, de réflexion en lui. Donc, nous, on a développé, parce que là, c'est la fin, mais on a développé des activités d'apprentissage qui pourraient être super pertinentes, autoportantes, autonomes, anatomie d'une théorie qui traite directement du sujet, différentes activités qui touchent aussi l'éducation aux médias, puis la connaissance sur les algorithmes. Donc, je vous invite fortement le site num.ca/complotisme pour retrouver le tout. Et il y a plein d'articles aussi qui ont servi de source que vous pourrez aller consulter. Puis on a réussi à avoir une entrevue avec Sivan qu'on n'a pas eu le temps de vous présenter, mais je vous invite fortement à aller écouter le petit extrait. On a pu l'interroger sur le sujet. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit. Ça va nous faire plaisir. Puis évidemment, tout est libre, tout est gratuit. Fait que partagez abondamment. Puis on vous remercie infiniment d'avoir été là. Puis évidemment, je sais qu'il y en a qui retournent au travail maintenant, mais s'il y en a qui veulent rester et nous poser des questions, on est là et ça nous fait plaisir. On vous remercie d'avoir été avec nous, d'avoir pris le temps de passer votre heure de dîner avec nous. On vous souhaite une bonne fin de journée. Bonne journée. Merci.